Bien, bonjour mes chers collègues. Nous sommes à nouveau réunis en application du 5e alinéa de l'article 13 de la Constitution et de la loi organique du 23 juillet 2010 pour entendre cette fois Monsieur Pierre-Marie Abadie, directeur général de l'ANDRA, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. Le président de la République propose de nommer M. Abadie à la présidence de l'autorité de sûreté nucléaire, l'ASN, qui deviendra l'ASNR, au 1er janvier 2025, conformément à la loi du 21 mai 2024. Concernant la procédure, je rappelle que l'audition d'aujourd'hui est publique et sera suivie d'un vote par scrutin secret, effectué par appel nominal et hors la présence de M. Abadie. Aucune délégation de vote ne sera possible. Le dépouillement du scrutin aura lieu la semaine prochaine, mercredi 23 octobre, à l'issue de l'audition de M. Abadie par la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat. En application de notre règlement, nous avons désigné une rapporteure sur cette proposition de nomination, Madame Julie Lernous. Elle a élaboré un questionnaire qui a préalablement été envoyé à M. Abadie, dont les réponses très détaillées vous ont été diffusées. Monsieur le directeur général, je vous souhaite la bienvenue dans notre commission. La proposition de votre nomination à la présidence de l'ASN avait été communiquée juste avant la dissolution. Ce calendrier, alors que la présidence de M. Dorozuc arrive à son terme le 12 novembre prochain, visait notamment à vous permettre de remplir une mission de préfiguration du rapprochement entre l'ASN et l'IRSN qui sera effective au 1er janvier 2025. Cette mission a finalement été conduite par le responsable en place. Et je rappelle que si vous êtes nommé président de l'ASN avant la fin de l'année, vous deviendrez automatiquement président de l'ASNR au 1er janvier sans qu'il soit nécessaire de vous réauditionner. La commission a procédé récemment à l'audition de M. Dorozuc et à celle du directeur général de l'IRSN, M. Jean-Christophe Niel. Cela nous a permis de faire le point sur l'état d'avancement du rapprochement entre les deux institutions. Nous ne nous prononçons toutefois pas sur ce rapprochement aujourd'hui, mais bien sur votre nomination proposée dans le prolongement d'une carrière tout entière consacrée au service de l'État et en particulier dans le secteur de l'énergie. Et je salue cet engagement. Madame la rapporteure, vous avez la parole pour 3 minutes. Merci Madame la Présidente, Monsieur Abadie, chers collègues. Quelles que soient nos positions sur la politique énergétique, la sûreté nucléaire est un bien commun qu'il nous faut préserver à tout prix, qui plus est dans notre pays, le pays le plus nucléarisé au monde. Je vous rappelle ceci car dans un contexte où notre système de sûreté est en passe de subir une profonde mutation et que la filière nucléaire est confrontée à des défis complexes, le futur président de l'ASN devra faire preuve d'une vigilance accrue, d'indépendance et de transparence. En effet, si la mise en place de l'ASNR et du démantèlement de l'IRSN aboutit, le successeur de M. Dorozuc aura la tâche immense de co-construire avec l'ensemble des agents, dans un délai très contraint, une structure capable de pleinement capable d'assurer la sûreté, comme le font depuis 20 ans l'IRSN et l'ASN. Mais indépendamment de savoir si cette réforme ira au bout, vous connaissez ma position sur le sujet, plusieurs initiatives parlementaires existent pour abroger la réforme ou la repousser en tout état de cause. Les défis à surmonter pour la sûreté du nucléaire sont immenses. Le vieillissement de notre parc nucléaire et l'exploitation au-delà de la durée prévue de nos réacteurs. Saturation de nos capacités de stockage en matière de déchets et en matière nucléaire. Le nouveau nucléaire dans toutes ses dimensions, EPR2, SMR. Protection contre les cybermenaces ou encore adaptation au changement climatique. Monsieur Abadie, vous vous déclarez prêt à relever ce défi et je vous remercie pour les réponses exhaustives aux questionnaires envoyés. Si vous avez effectivement toutes les qualités requises, l'expérience nécessaire dans l'énergie et un parcours ancré dans la chose publique, votre nomination se heurte à un point qui pourrait nuire à la crédibilité de notre autorité de sûreté nucléaire. En tant que directeur de l'ANDRA, vous avez porté le projet CIGEO et déposé sa demande d'autorisation de création auprès de l'ASN. Ce projet reste controversé et suscite une opposition. Les inquiétudes concernant la sûreté de ce stockage à long terme sont légitimes. Aussi, alors que vous avez été l'un des principaux promoteurs de ce projet, et sans remettre en cause votre intégrité, il y a de fait au minimum un conflit moral. C'est comme si vous étiez vous-même la personne qui validerait le permis de construire de votre propre maison. Je vous remercie pour vos réponses exhaustives sur ce point. Pour autant, la situation elle-même paraît inextricable. Comment accepter que le président de l'autorité de sûreté doive se déporter d'un sujet majeur sous sa responsabilité ? Comment exercer pleinement la présidence de l'ASN si vous vous déportez de toutes les décisions du PNGMDR et de l'ANDRA, et donc des chantiers majeurs à venir dans le domaine de la sûreté ?
Et pourtant, vos responsabilités actuelles l'exigent effectivement. Si votre nomination était confirmée, cette situation risque de miner la confiance du public dans l'autorité. La perception d'une collusion entre l'organe de contrôle et l'industrie qu'elle est censée surveiller serait désastreuse. En cette période où les enjeux de sûreté nucléaire sont plus que jamais mis à l'épreuve, nous ne pouvons pas nous permettre de fragiliser encore davantage cette confiance. C'est pour ces raisons, je précise que j'appelle tous les membres de la commission à donner un avis défavorable à votre nomination. Merci Madame la rapporteure. Monsieur le directeur général, vous avez la parole pour... On essaye de tenir en 10 minutes. C'est là qu'il faut que j'appuie. Voilà. D'accord. Très bien. Madame la présidente, madame la rapporteure, mesdames et messieurs les députés, je suis tout d'abord très honoré d'être enfin en fait devant vous, devant cette commission, pour cette nomination pour la présidence de l'autorité de sûreté, puis de la future autorité de sûreté nucléaire. Je vais organiser mon propos en 3 temps. Tout d'abord me présenter, ce qui est un exercice un peu d'autosatisfaction un peu désagréable, mais auquel je vais me livrer, et je répondrai aux propos de la rapporteure. Puis je partagerai avec vous, parce que c'est essentiel, quelques enjeux sur la sûreté, parce qu'avant de parler de la réforme, il faut parler des enjeux de sûreté. Et enfin, je parlerai des grands enjeux pour moi de la réforme, là où elle est rendue aujourd'hui. Donc tout d'abord, je me présente devant vous aujourd'hui à l'issue, vous l'avez dit, d'un parcours de haut fonctionnaire diversifié au croisement de l'industrie et de l'action publique, mais toujours au service de l'intérêt général. Je pense apporter à l'autorité de sûreté, aujourd'hui et demain, ma connaissance de l'énergie et du nucléaire, depuis près de 17 ans, ma pratique du monde administratif, mais également des établissements publics, y compris de recherche, ce qui me semble utile dans la perspective de la fusion, et ceci sans venir de l'ASN ou de l'IRSN, et d'ailleurs sans même avoir été partie, sous quelque forme que ce soit, au projet de réforme, ce qui me donne recul et indépendance. J'apporte enfin une pratique du dialogue social en interne et du dialogue avec les parties prenantes à l'externe, et tout particulièrement le Parlement, à qui je rends compte sous une forme ou sous une autre depuis plus de 25 ans. Je profite de ce moment également pour revenir sur la question liée à mes fonctions actuelles à l'ANDRA. Tout d'abord, avant d'être directeur général de l'ANDRA, je suis haut fonctionnaire et j'ai toujours été attaché à une éthique forte. Et bien évidemment, le sujet que vous avez évoqué a été au cœur de nos réflexions dès la proposition qui m'a été faite il y a quelques mois. L'ANDRA, ensuite, est une agence particulière. Elle n'est pas promoteur du projet. Elle est maître d'ouvrage délégué pour le compte de l'État. Elle n'agit que dans le cadre des lois votées par le Parlement et du mandat que lui donne l'État, notamment au travers du PNGMDR et des missions de service public qu'elle réalise en appui au pouvoir public. Pour autant, vous l'avez dit également, l'ANDRA est exploitant de 2 installations nucléaires et du projet CIGEO. Cette situation est prévue explicitement par le règlement intérieur du Collège, qui prévoit alors le déport du président ou du commissaire concerné. Donc, je ne participerai ni aux discussions préparatoires, ni au débat, ni à la décision prise par les 4 autres commissaires sur les sujets concernant directement l'ANDRA. Je le ferai de manière transparente et officielle, et ça sera tracé. Je ne participerai pas également aux avis qui sont rendus sur l'actuel PNGMDR et les études réalisées dans ce cadre par l'ANDRA et la préparation du futur PNGMDR à l'horizon de 2 ans. L'instruction de CIGEO est en cours. Elle devrait se conclure en 2028, soit au-delà des 3 ans usuellement pratiqués en matière de déontologie et dans le règlement. Pour ma part, il n'y a pas de doute, je compte appliquer le déport sur l'ensemble du mandat de 6 ans et ne pas m'occuper et ne pas intervenir sur le dossier CIGEO sous quelque forme que ce soit. Le dossier a été déposé, maintenant il doit être instruit et vivre sa vie sans moi. Enfin, et je crois que c'est important aussi de le souligner, y compris en intégrant CIGEO, cela concerne en fait peu d'avis, peu d'expertise et peu de décisions. J'ai essayé de l'estimer à 1 ou 2% du total des avis et expertises qui sont rendus par l'IRSN et par l'ASN. Voilà ce que je voulais dire en termes de présentation personnelle. Maintenant, quelques mots sur la sûreté, mais effectivement, dans le prolongement de ce qu'a dit la présidente, rappelez que s'il y a eu préfiguration, il n'y a pas eu de préfigurateur. Je n'ai pas souhaité, en l'absence d'audition de votre part, qui était la seule à m'apporter la légitimité, prendre des contacts formels avec les cadres dirigeants, les COMEX des 2 institutions, avec les organisations syndicales ou les équipes. Je me serais installé dans le paysage avant votre audition et ça ne me semblait pas correct. Donc je n'aurai pas réponse à tout, mais en tout cas je dispose d'un certain nombre d'informations qui sont disponibles et accessibles. Donc les grands enjeux de sûreté maintenant. Forcément, je vais m'inscrire dans la continuité de mes prédécesseurs et dans le contexte que vous avez décrit, Madame la rapporteure. Je ne vais donc pas paraphraser le président de l'ASN ou le rapport annuel sur l'état de sûreté. Je soulignerai en revanche 6 enjeux ou principes auxquels je suis très attaché
et que j'ai développées dans le questionnaire. Premier principe, la régulation doit être forte de son indépendance, et je crois en avoir fait la démonstration à travers ma carrière, de sa compétence, reconnue par ses pairs en France et à l'international, et légitime aussi parce qu'elle écoute et qu'elle rend des comptes à ses pairs, aux parties prenantes et bien évidemment au Parlement. Deuxième principe, l'anticipation. Vous l'avez dit, il y a beaucoup d'enjeux de long terme qui se présentent à nous aujourd'hui, parfois complexes au plan technique. Allongement de durée de vie des réacteurs, adaptation au changement climatique, vieillissement des usines du combustible. Cela suppose dès maintenant des travaux de recherche, d'acquisition de connaissances chez les exploitants, bien évidemment, mais également à l'IRSN et à l'ASN et donc dans la future ASNR. Sur les matériaux, le vieillissement des équipements non remplaçables, ainsi que des temps de discussion nécessaires avec les parties prenantes, car les enjeux sont lourds. Troisième principe directeur, conserver des marges et assurer la cohérence d'ensemble du système. Le parc il a été construit sur une période très courte et de manière standardisée. C'est une force, car ça permet de disposer d'un retour d'expérience. Mais c'est aussi une fragilité face aux incidents génériques sur un palier, par exemple. On l'a vu avec la corrosion sous contrainte. Les usines du combustible, elles, ont connu des tensions ces dernières années. Il faut donc conserver des marges physiques en production, en entreposage de matières et de déchets, et des marges temporelles face au risque de retard des grands projets. Quatrième défi, l'innovation. L'innovation, c'est une opportunité, mais c'est aussi un défi. Les petits réacteurs, les SMR, l'intelligence artificielle, les nouveaux traitements médicaux. Elle peut poser des questions complexes, techniques, régulatoires et même éthiques. Elle nécessite également de travailler différemment avec les start-up, plus en amont des procédures d'autorisation, comme l'IRSN et l'ASN ont commencé à le faire. Cela suppose aussi de prévoir assez tôt des débats nécessaires et le temps pour cela. Mais ce sera toujours avec la priorité donnée à la sûreté, à la résilience, et parfois même à une forme de conservatisme prudent. Cinquième mot-clé, la performance de la filière. Face à cet effort inédit de travaux et d'investissements, la filière doit être performante. La sûreté n'est pas l'ennemi de la performance, elle fait partie de la performance. La filière doit gagner en qualité de production et en conduite de projet, car un projet qui se passe bien, qui maîtrise ses coûts, c'est bon pour la sûreté. L'autorité de sûreté devra donc continuer à promouvoir le déploiement de la culture de sûreté et la qualité dans la conduite des projets sur l'ensemble de la filière, y compris la sous-traitance. Le dernier défi, c'est celui des moyens et des compétences. C'est bien évidemment un enjeu de budget, et je pense qu'on y reviendra dans les questions, de ressources humaines et d'attractivité. Mais c'est aussi être sur les bons sujets, sans pour autant ignorer les signaux faibles, et au bon moment, et donc suffisamment tôt dans le développement des projets. Un mot pour terminer sur la radioprotection et le nucléaire de proximité, parce qu'on parle beaucoup de sûreté, on parle beaucoup de fusion, mais il ne faut pas oublier la radioprotection et les enjeux du nucléaire de proximité dans l'industrie et dans le médical. C'est un sujet de vigilance, car il concentre une bonne partie, si ce n'est la majorité, des incidents sur les personnes, souvent par défaut de culture et de radioprotection. Ce contexte et ces enjeux, une fois posés, j'en viens bien évidemment au projet de nouvelle autorité de sûreté. Ce n'est pas à moi de refaire le débat d'une fusion qui est désormais votée, même si, comme vous l'avez dit, les débats se poursuivent. Mais en introduction, je souhaiterais rappeler que le modèle français est quand même avant tout le fruit de l'histoire, et que les deux modèles, le modèle dual et le modèle intégré, existent par le monde, et qu'ils ont chacun leurs avantages et les inconvénients. Il faut bien les percevoir pour savoir comment conduire le projet de fusion. Le modèle dual, il permet une séparation claire entre expertise et décision, et une organisation de chaque institution qui colle à ses besoins, colle au mieux à ses besoins. Mais la logique des institutions étant scalée, chacune aura tendance à s'affirmer, y compris face à l'autre. Le modèle intégré, lui, il offre une cohérence stratégique, une meilleure lisibilité, une gestion plus intégrée des compétences et un collectif. Mais il requiert une grande rigueur dans les processus. Mais au-delà des cultures et des histoires différentes, les valeurs sont néanmoins communes. L'intérêt général, la rigueur scientifique et technique, la préoccupation constante de la sûreté et la transparence. L'enjeu est donc d'aller explorer les potentialités et les opportunités du modèle intégré en termes de pilotage stratégique et opérationnel, de gestion des compétences et des parcours, tout en préservant les forces du modèle dual en termes de rigueur des processus et notamment d'expertise. Quelques mots sur les 4 enjeux qui ont bien été identifiés dans les débats. L'articulation entre décision et expertise. L'instruction, c'est un processus de maturation que je connais bien. Il n'est pas propre à l'ASN et à l'IRSN. Je le compare souvent à une sorte de colonne à distiller, avec des étages bien identifiés, où chaque étage doit produire ce qu'il doit produire pour nourrir et prendre les bonnes décisions.
L'expertise doit avoir un mandat large, elle doit se conclure de manière formalisée et tracée, elle peut être challengée, par exemple, par les groupes permanents d'experts. L'expert doit dire la technique, pas la solution. Il doit dire toute la technique, les certitudes, les incertitudes et les enjeux liés à ces incertitudes résiduelles. Vient ensuite le temps de la préparation de la recommandation de la décision. L'instructeur, lui, va s'appuyer sur l'expertise, mais intégrer d'autres enjeux, la faisabilité, la temporalité, la proportionnalité au risque. Il faut donc en priorité poser les processus de manière proportionnée et de manière tracée et rigoureuse. En fait, c'est assez consensuel et je crois que ça a été dit dans les auditions récentes. Mais au-delà des processus, il y a d'autres enjeux à adresser. La gestion des compétences, l'animation des communautés, la priorisation, la programmation des actions, les moments de discussion avec les parties prenantes. Et ces enjeux, ils réunissent l'expertise et l'instruction, au-delà de la spécificité des postures et des métiers. Pour cette animation du collectif, on dispose de beaucoup d'outils dans la boîte à outils du management des organisations. Je souhaite que l'on puisse les explorer, les essayer, les expérimenter, pour assurer une vraie animation d'ensemble de l'activité, mais tout en étant toujours vigilant au respect des processus tels que je les ai décrits. Deuxième enjeu, la recherche. Je n'ai aucun doute qu'elle est essentielle. Je suis aujourd'hui dans un établissement de recherche. L'expertise, elle se construit au contact et avec une recherche solide. C'est d'ailleurs une force reconnue de l'IRSN, mais ça fait aussi partie de la posture interrogative de toute autorité de sûreté. La recherche, elle doit être partenariale et attractive, y compris pour les doctorants. Mais avant même la réforme, la soutenabilité de la recherche à l'IRSN était questionnée par le HCERS dans son dernier rapport de mars 23. C'est une question préexistante à la réforme. Il faudra donc construire une programmation scientifique de la nouvelle autorité. Quels sont les domaines matures, mais où il faut maintenir les compétences? Quels sont les thèmes émergents? Quelles sont les conséquences du nouveau contexte de reprise du nucléaire ou de nouvel investissement que vous évoquiez? Quelles sont les activités cœur de métier où la SNR sera vraiment leader? Quels sont ceux sur lesquels il faudra renforcer les partenariats avec des organismes plus leaders dans leur domaine? Je pense à l'intelligence artificielle. Et pour construire cette programmation scientifique, il faudra renforcer le conseil scientifique et s'appuyer sur une fonction stratégique de directeur scientifique portant la programmation, les partenariats, l'intégrité scientifique. Troisième enjeu qui a beaucoup été discuté, le dialogue avec la société. En fait, ce n'est pas un sujet de débat. Pour moi, il n'y a pas de débat. Le dialogue, c'est un pilier de la légitimité d'une autorité de sûreté. Et en ce domaine, il ne saurait y avoir une question de mise au pas. D'ailleurs, ce n'est pas dans mon tempérament. On ne part pas de rien. L'IRSN a été précurseur en matière d'expertise pluraliste, de dialogue technique. Il y a aussi de bonnes expériences, comme la concertation menée avec le HCTISN et l'ANCLIS sur les 4e visites décennales des 900 MW. Pour autant, la situation actuelle est confuse. Beaucoup de comités, beaucoup de démarches. L'articulation entre dialogue et gouvernance devrait être mieux explicitée. Et surtout, le dialogue reste encore beaucoup dans l'entre-soi. Pour moi, c'est une activité stratégique à placer auprès du collège. Elle doit nourrir la gouvernance stratégique sans s'y substituer, parce qu'une autorité indépendante ne peut pas partager sa responsabilité. Et le dialogue est un tout. C'est de l'information, c'est de la mobilisation des parties prenantes, c'est de la montée en compétences, c'est du dialogue et c'est de la concertation. Il y a donc une logique à faire travailler tous ces métiers ensemble sans les fondre. Je souhaite pour cela m'appuyer étroitement sur le HCTISN pour construire une démarche, une feuille de route stratégique à l'échelle de l'ensemble de la SNR. Le dernier défi, bien évidemment, c'est celui des moyens et des ressources humaines. Les moyens, c'est le budget, je pense qu'on y reviendra dans les questions. Les moyens, c'est les ressources humaines, c'est les compétences, c'est l'attractivité. Et donc l'enjeu sera de se doter rapidement, dès la première année, d'un plan d'action ambitieux en termes de parcours diversifié, d'animation de la communauté des managers ou de gestion prospective des emplois. Il faudra enfin porter une attention toute particulière au fonctionnement interne, maturité du contrôle interne, performance des fonctions support, car piloter un organisme de 2000 personnes n'est pas la même chose qu'une administration de 500. J'en viens à la conclusion, Madame la Présidente, Madame la rapporteure, et en m'adressant à vous, je sais aussi que ce matin, je m'adresse à l'ensemble des personnels de la SN et de l'IRSN. Si vous confirmez ma nomination, au 1er janvier, nous serons tous nouveaux à la SNR, chacun avec son parcours, son métier, ses inquiétudes, ses attentes, mais au service d'une mission commune qui est la sûreté. Mon souhait, c'est de passer du pourquoi cette réforme, à pourquoi, pour que faire, à 1 an, 2 ans, 4 ans, 6 ans. Pour cela, il faut vraiment que nous démarrions ensemble dès le 1er janvier.
avec un comité de direction unifié, un commandement unifié, un pilotage intégré, une conduite du changement intégrée et une communication unifiée vers les personnels. L'ambition sera quoi? Elle sera l'indépendance et la reconnaissance de l'autorité de sûreté, qui passera par la compétence, la rigueur et l'efficience des méthodes de travail, sa capacité aussi à mener les bonnes discussions en interne. Elle supposera d'être sur les bons sujets au bon moment, d'où un enjeu stratégique et programmatique. Et enfin, au plan plus humain, je souhaite que nous formions à cette échéance un collectif dans la diversité de nos cultures. Cette démarche sera forcément progressive. À 1 an, s'assurer que la nouvelle organisation fonctionne bien, qu'elle dispose d'une organisation pérenne avec des processus robustes et d'un plan d'action en matière de ressources humaines. À 2 ans, une stratégie pour la SNR, notamment dans le domaine de la recherche et du dialogue avec la société. Et à l'horizon de 4 ans, probablement de nouveaux ajustements d'organisation, car les organisations sont faites pour vivre. Donc aujourd'hui, avec cette audition, je ne demande pas un chèque en blanc, et je compte bien, comme l'a prévu la loi, rendre compte régulièrement à votre commission ainsi qu'à l'OPEXT. Et maintenant, je suis à votre disposition pour les questions. Merci. Merci, monsieur le directeur général. Nous en venons